Comment créer un cachet unique? Bonjour, je suis Dételina Lyubenova, investisseur immobilier, coach et conférencière. Et je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, dédiée à la liberté financière et à la croissance sous toutes les formes. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Je vous propose aujourd'hui de rentrer dans la tête et dans les bureaux d'un cabinet d'architectes d'intérieur. Je suis chez Audrey et Gabriel qui ont eu la gentillesse de m'accueillir et je vous propose que pas à pas, on s'intéresse à leur mode de travail, à leur mode d'exigence, à leur créativité et aussi à la phase travaux, au cachet unique, mais aussi comment s'approprier ce monde artistique, architectural et très exigeant pour en faire quelque chose qui nous convient, qui nous inspire et avec qui on est OK pour vivre tous les jours. Voilà, je suis avec Gabriel dans ses bureaux dans le 9e arrondissement de Paris. Enchantée. Et j'ai le plaisir de prendre 30 minutes de son temps de travail pour comprendre un petit peu mieux comment un cabinet d'architecte d'intérieur fonctionne et qu'est-ce qui fait son succès. Alors tout d'abord, je vais lui demander de se présenter. Bonjour, alors, moi c'est Gabrielle de l'agence Audrey et Gabriel, donc une agence parisienne dans le 9e arrondissement de Paris. Et on s'occupe principalement de rénover des biens haut de gamme de clients particuliers qui veulent un nouveau départ, une nouvelle vie, se faire plaisir, avoir un intérieur qui leur ressemble. Et on s'adapte vraiment à la demande de nos clients. On n'a pas notre propre identité d'agence, bien qu'elle se crée quand même un petit peu au fur et à mesure. Mais on veut vraiment chercher à savoir qui est notre client, ce qu'il attend de nous, quels sont ses besoins, mais aussi quelles sont ses envies. Le fonctionnalisme, c'est super et c'est nécessaire dans le métier d'architecte d'intérieur, mais l'esthétique n'est pas à oublier et le plaisir non plus. Je suis tout à fait d'accord. Gabriel, comment vous êtes arrivée à ce métier? Je sais qu'aujourd'hui vous êtes associée avec une autre jeune femme. Audrey, mon associée, on a fait nos études ensemble, on était dans la même classe, on a eu un parcours scolaire très différent et on s'est retrouvés le jour de notre diplôme où notre chargé de classe nous a demandé de travailler ensemble parce qu'on était complémentaires et il s'avère qu'il avait absolument raison, qu'on s'est retrouvés toutes les deux extrêmement complémentaires. On ne savait même pas que c'était possible d'envisager le métier d'architecte d'intérieur comme l'autre l'envisageait. Et on a travaillé chacune en agence pendant nos études. Pareil, des agences très différentes. Et tout de suite après nos études, on s'est lancé en auto-entrepreneur. On a testé 2-3 projets que nos proches nous ont proposés, qu'on a travaillé ensemble. Et on s'est rendu compte qu'on matchait complètement et qu'on n'avait rien à perdre. Et donc on a tenté de créer notre agence et qui en fait n'a jamais manqué de clients. Et les choses se sont déroulées toutes naturellement. Magnifique. J'adore voir des success stories de jeunes personnes qui se lancent et que par l'énergie, l'inspiration et le réseau aussi crée le buzz. Et après, l'activité se déroule d'elle-même. Si on aime ce qu'on fait, et les choses se font finalement très facilement en fait. Il faut être convaincu de ses capacités, de aussi voir là où on pêche pour pouvoir s'améliorer et ça va rapidement dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors vous êtes dans l'épicentre, je dirais tous les jours, de travaux divers et variés. C'est une phase très stressante pour beaucoup de personnes. J'ai envie de te demander comment... on peut se tutoyer, on peut se renvoyer comme tu préfères. J'ai envie de te demander comment est-ce qu'on réussit ces travaux sans perdre des cheveux. En prenant un architecte d'intérieur. Oui. Oui. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir un regard professionnel sur les travaux. Permet d'anticiper en amont toutes les difficultés qui peuvent arriver pendant les travaux. Donc si un professionnel est là pour
pour expliquer déjà quelles vont être les étapes de travaux, la démolition, l'électricité, le gros œuvre, plomberie, maçonnerie, puis ensuite ce qui intéresse finalement réellement notre client, donc le choix des matériaux, la sélection des couleurs, des peintures, et jusqu'au mobilier. Mais cette phase de gros œuvre, elle est très importante, elle est très stressante parce qu'on a des clients qui rentrent dans leur appartement et ils se disent voilà, ils ont tout pété, mais qu'est-ce que ça va devenir après? Et c'est là où il faut être transparent avec le client. Et cette transparence permet une confiance et finalement de dégager au client une charge mentale énorme où il peut s'appuyer sur le professionnel qui l'accompagne. D'accord. Mais quand il y a des moments de crise, c'est-à-dire dépassement de budget, travaux, dépassement de délai, ou un client qui se rend compte finalement que ce qu'il voulait sur papier, c'est pas exactement ce qu'il voit grandeur nature, comment est-ce que vous gérez ça? Alors, nous déjà, on fait des 3D assez réalistes en amont du projet. Quand on a déjà validé en amont du projet, même la robinetterie, l'interrupteur, le carrelage, on fait des plans de calpinage qui sont précis. Et donc, le projet peut évoluer selon une surprise, je sais pas, une colonne d'eau qui est découverte à la démolition dans une cloison au mauvais endroit et c'est fastidieux de la déplacer. Mais en fait, il faut en faire une force et il ne faut pas avoir peur des contraintes techniques qui peuvent arriver sur un chantier. Elles ne sont jamais bloquantes pour un projet, pour un appartement complet. Elles sont des obligations de se creuser la tête. Et il y a toujours des solutions qui peuvent arriver. Alors bien sûr, elles peuvent avoir des conséquences financières, mais qui peuvent être tout à fait balancées par un choix plus simple, par exemple d'une crédence de cuisine qui sera moins onéreuse. Voilà, ce ne sera pas des budgets qui seront énormes et colossaux si le dossier au début est vraiment bien ficelé. Nous, on demande toujours à nos clients de garder une marge de 10 à 15% selon les projets et selon l'état du bien aussi qui est acheté pour envisager un dépassement de budget. On ne va jamais au-delà de ces 10-15%. Et c'est rare qu'on aille au moins à 10. Il vous est déjà arrivé qu'un client décide de tout refaire, ou ne serait-ce qu'une partie de l'appartement? Alors de refaire notamment une salle de bain qu'on a refait à 3 reprises. On a tout cassé, tout refait, tout cassé, tout refait. On dirait qu'il vit dans la salle de bain peut-être. C'est la journée. C'était une salle de bain qu'il a... Mais alors c'était pas du tout pour le coup un problème de travaux, c'était vraiment que finalement ils n'aimaient pas ce qu'ils avaient choisi et touché. Donc c'était vraiment donc c'était presque le running gag, mais c'était pas, c'était pas un problème. Et sinon, oui, qu'il arrive des déceptions sur une matière. Maintenant aussi, c'est pour ça qu'en amont, on demande beaucoup aux clients d'aller toucher les échantillons, de les voir, de venir les voir dans nos bureaux et de permettre que ce ne soit pas une surprise à l'arrivée. Une fois qu'on a posé tout le sol, ah ben non, j'aime plus le parquet. Oui, mais c'est... Et le jeu. Ouais, il faut, en fait, c'est très important d'avoir des process établis et de ne pas... on croit pouvoir faire plaisir à un client en essayant de ne pas réaliser ses process. Et finalement, c'est une perte de temps et d'énergie, et pour le client et pour vous, puisque si les process sont là, ils permettent un déroulé très fluide. Oui. Et ça, c'est important de s'y rester. S'il y a 3 conseils à donner à ceux qui se lancent dans les travaux, ce seraient lesquels? Faire confiance aux professionnels qui vous accompagnent. Demander de la transparence, mais être capable de déléguer aussi. Et être réactif parce que la durée des travaux est aussi suspendue. Exactement, suspendue selon les retours des clients. Oui. Et s'il y a un changement d'avis en plein milieu des travaux sur l'emplacement de la cuisine, bien entendu, ça complique énormément les travaux. Donc il faut savoir faire des choix et savoir s'y tenir sans avoir peur d'avoir fait les mauvais. Il faut se faire confiance. D'accord. Gabrielle, quels sont vos critères pour choisir vos clients? J'imagine que les clients ont leurs critères pour vous choisir, mais vous aussi. Je pense que quand on a un peu de succès et l'embarras de choix, on peut se permettre aussi de choisir ses clients. Et c'est la meilleure partie quand on commence à pouvoir faire ça. Déjà, c'est super. Et ça enlève aussi une typologie de client qui est rare mais qui existe, qui est le client énergivore. C'est-à-dire? Les clients énergivores, c'est des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui souvent vont
ne vont jamais être satisfaits, quel que soit le service ou les propositions qu'ils reçoivent, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'atteindre un objectif, mais ils tâtonnent et ne se retrouvent dans pas grand-chose. Donc ça, c'est une première typologie de clients qu'on ne veut plus avoir et qui se détecte assez rapidement finalement. Et la seconde partie de clients qui peut être énergivore et avec laquelle on ne travaille plus non plus, ce sont les clients qui sont en confrontation entre eux, des couples bien souvent. Voilà, un projet de vie qui se fait dans la mauvaise humeur et dans la mésentente ne peut pas aboutir, et la tierce personne qui sera en face, donc pour notre cas l'architecte d'intérieur, sera forcément la personne qui sera déterminée comme coupable, en tous les cas par les clients qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Gabrielle? Sur Instagram, beaucoup. On a une grosse communauté qui commence à se faire depuis un an et demi sur Instagram naturellement.